Lundi 7 novembre 2016, merci d'avoir pris le rendez-vous de l'information sur Eden TV. Voici les titres de cette édition. L'affaire Ajavon a connu son épilogue ce vendredi avec le verdict du tribunal de première instance de Cotonou. Vous suivrez dans cette édition un récapitulatif de cette affaire. Vous le savez, le mariage nécessite des examens nuptiaux, mais quels sont ces examens et que signifient-ils et quels sont leurs impacts sur le mariage? Vous aurez les éléments de réponse dans cette édition avec Fréjus Serroulan. Hors du continent, dans 24 heures, aura lieu l'élection présidentielle aux États-Unis. Dernière ligne droite frénétique pour Hillary Clinton et Donald Trump. Retour dans cette édition sur l'ambiance électorale du week-end écoulé. Voilà pour le sommaire de cette édition. Le développement, c'est maintenant. Merci à toutes et à tous de votre fidélité sur Eden TV. Je vous l'annonçais en titre et vous le savez déjà, l'affaire Ajavon a connu son épilogue ce vendredi 4 novembre 2016. La justice a rendu son verdict après une journée de procès. Le président du patronat béninois et ses 3 collaborateurs ont été relaxés. Retour sur le récapitulatif de cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est une proposition de la rédaction de Eden TV. Au milieu de cette foule en liesse, Sébastien Germain Ajavon, l'homme d'affaires classé 3e de la dernière présidentielle béninoise, est ainsi félicité pour avoir été relaxé dans une affaire de trafic de drogue. Nous sommes dans la soirée du vendredi 4 novembre 2016 et c'est ici à l'église Saint-Michel de Cotonou que l'opérateur économique va s'exprimer pour la première fois. Je remercie le Seigneur de m'avoir fait voir comment vous êtes aimable. Merci pour vous, merci pour le Seigneur. Je dois vous demander de vous calmer. Nous n'avons qu'un seul pays et nous n'allons pas embraser le nôtre. Nous n'en avons pas 2. Faisons tout pour que la paix revienne dans le pays. C'est un feuilleton judiciaire d'une semaine environ qui s'achève ainsi au Bénin. Tout commence le vendredi 28 octobre lorsqu'une unité des forces de sécurité du Bénin découvre dans un conteneur du groupe Common SA appartenant à Ajavon 18 kg de cocaïne pure. Dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 octobre 2016, nous avons eu une information selon laquelle un conteneur qui devrait être dépoté dans une grande structure de la place contiendrait une quantité importante de drogue. Refusant de se murer dans le silence, après cette découverte, l'homme d'affaires tient une conférence de presse au cours de laquelle les médias nationaux et internationaux apprendront sa lecture des faits. Il faudrait que la lumière soit faite parce que nous recevons des centaines, des milliers de conteneurs. Comment est-ce qu'ils ont su que dans un seul conteneur, il y avait de la drogue? On doit aider notre pays à prospérer et non à le détruire. Dieu est au contrôle. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est que Common n'est pas encore propriétaire de la marchandise. Moi, c'est quand je le reçois dans mes entrepôts que ça devient ma propriété. En fait, ils ont affaire aujourd'hui aux shippers et ça va mal se passer. Sa conférence de presse terminée, il est interpellé par la gendarmerie nationale puis placé en garde à vue. Suivra une véritable passe d'armes entre ses avocats et le procureur du tribunal de première instance de Cotonou. Nous tenons à préciser qu'aucune notification de garde à vue ni de charge ne lui a été faite. Selon le parquet de Cotonou, l'enquête a été confiée à l'OCERTID. Or, jusqu'à présent, notre client, M. Sébastien Ajavon, n'a pas été auditionné. En somme, depuis hier, vendredi 28 octobre 2016, à 18 h, M. Sébastien Ajavon est privé de sa liberté d'aller et venir de façon évidemment arbitraire. Dans la matinée du vendredi 28 octobre 2016,
Le parquet près le tribunal de première instance de Cotonou a reçu l'information selon laquelle un conteneur qui contiendrait des produits prohibés se trouverait dans l'enceinte du port de Cotonou. Il est à noter qu'à la suite de cette découverte, 4 personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants ont été interpellées et gardées à vue pour les nécessités de l'enquête. Il s'agit de personnes, dirigeants ou agents de sociétés ayant un rôle actif ou non dans la chaîne de l'importation de produits majoritairement retrouvés dans le conteneur en cause. Il est à préciser que 2 conteneurs ont été embarqués depuis le Brésil à destination de la société Common SA au Bénin. Contrairement à ce qu'on a pu entendre, le conteneur inspecté le 28 octobre ne faisait pas partie d'un grand nombre de conteneurs à l'embarquement. Il n'était que 2. Le procureur de la République a déclaré, je cite, « Contrairement à ce qu'on a pu entendre, les 2 conteneurs en cause ne faisaient pas partie d'un grand nombre de conteneurs à l'embarquement. » Fin de citation. Cette déclaration n'est pas exacte. Ce sont plutôt 16 conteneurs dont les 2 évoqués qui ont été débarqués au port de Cotonou le 26 octobre 2016 par le navire MSC Sophie pour le compte de la société Common SA. Ce ne sont donc pas uniquement 2 conteneurs évoqués par le procureur qui ont été débarqués. L'affaire connaîtra donc son épilogue le vendredi 4 novembre 2016 au bout d'un procès d'une journée qui s'achèvera par la relaxe d'Ajavon au bénéfice du doute. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, en partenariat avec le gouvernement béninois, organise du 7 au 8 novembre 2016 un séminaire sur les politiques publiques de jeunesse et la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Et chez les jeunes, une vingtaine de pays africains participent à ce séminaire où les travaux ont été lancés ce lundi par le ministre des Sports, Oswald Omeki. Le point avec Laurent Tonneikes et Denis Maroya. L'Organisation internationale de la francophonie s'engage dans le renforcement des politiques publiques de la jeunesse et la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent chez les jeunes. Elle organise à cet effet, du 7 au 8 novembre 2016, dans un hôtel de Cotonou, un séminaire en partenariat avec le gouvernement du Bénin. Les travaux ont été lancés par le ministre Oswald Omeki. Le Bénin est un pays dont le potentiel en termes de réflexion stratégique est énorme. Et j'en veux pour preuve la qualité de la jeunesse béninoise qui, en dépit de la proximité avec un grand pays où l'extrémisme et la radicalisation ont déjà commencé à faire des dégâts, continue de rester en dehors de tout ce qui est lié au terrorisme. Ceci fait notre fierté, mais nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Je voudrais remercier l'OIF d'avoir porté son choix sur le Bénin pour accueillir ce séminaire important et dire à quel point je suis heureux et fier de procéder à cette cérémonie d'ouverture au nom du gouvernement du Bénin. Ce séminaire connaît la participation des cadres des ministères de la jeunesse d'une vingtaine de pays africains, dont le Burkina Faso, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la République centrafricaine, le Niger et le Sénégal. L'objectif de ce séminaire est de réfléchir sur la problématique de la radicalisation. Les travaux de ce séminaire ont pour objet donc de susciter la réflexion sur la question, de mettre en avant des pratiques jugées exemplaires qui ont eu lieu à gauche et à droite, et également de nous projeter sur les actions convergentes que nous pourrons mener ensemble à travers nos gouvernements, nos structures ministérielles, pour que la question de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans l'espace francophone soit jugulée, sinon vaincue. Cette activité s'inscrit dans le sens de l'initiative lancée par la secrétaire générale de l'Organisation
international de la francophonie, Michael Jean, intitulé « Libre ensemble », un appel adressé aux millions de jeunes des 5 continents en vue de construire et de penser l'avenir ensemble dans un monde où la tentation du repli sur soi, le rejet de l'autre et l'intolérance culturelle, sociale et religieuse ont tendance à progresser. C'était un reportage de Roland Tonekes et de Denis Maroya, lu par Loris. Parlons à présent des examens prénuptiaux, choses auxquelles nombre de Béninois ne sont vraiment pas habitués dans le mariage, qui est un rêve d'adolescents ou de jeunes hommes. Le mariage est finalement une institution dont la fondation nécessite des préalables comme les examens prénuptiaux. Mais quels sont ces examens? Que signifient-ils et quels sont leurs impacts sur le mariage? Élément de réponse avec Fréjus Fiorci. Groupage sanguin, facteur Rhésus, sérologie chlamydier, ce sont entre autres quelques examens prénuptiaux auxquels sont généralement soumises les personnes désireuses de convoler en juste noces. Une exigence du législateur est inscrite dans l'article 127 du Code des personnes et de la famille. Mais la liste des tests médicaux prénuptiaux n'est pas exhaustive et sa composition est laissée à la discrétion du médecin. Le dépistage de la syphilis, par exemple, qui est une maladie qui auparavant était une maladie assez grave et qui était contagieuse. Cet examen est conseillé et lorsque l'un des conjoints est atteint, on peut le traiter. Le traitement est assez simple et accessible. Voilà. Après, à part la syphilis, il y a les maladies virales telles que l'hépatite B, l'hépatite C, qui sont également à dépister chez les conjoints, puisqu'il y a des mesures préventives. Les demandes d'analyse faites, elles seront confiées à un laborantin. C'est ici que nous découvrirons le processus de leur réalisation. Nous sommes à Décombré dans un laboratoire d'analyse biomédicale qui a accepté de nous les révéler. Pour le spermogramme, nous déposons la lame sur la platine, nous faisons la mise au point et le biologiste qui est chargé de faire l'examen voit si entre-temps il y a la présence des spermatozoïdes dans l'échantillon. Quel type de spermatozoïdes? Est-ce qu'ils sont vivants? Est-ce que c'est des spermatozoïdes avec des malformations? Est-ce qu'ils sont viables? Est-ce qu'ils peuvent féconder un ovule? Les durées des examens prénuptiaux varient d'une analyse à une autre. Au bout d'une semaine pour les plus longues, les résultats sont mis à la disposition du médecin pour un but précis. C'est un but d'abord de dépistage de ces affections, de traitement, parce que certaines maladies sont curables. Et ensuite, quand vous pensez à votre descendance, dans le cadre de la drépanocytose, vous savez que il y a des mesures préventives. Si vous êtes AS, votre conjointe est AS, il faut savoir que il y a une mesure préventive. Si nous nous mettons ensemble, il y a probabilité, il y a risque d'avoir des enfants drépanocytaires. Or, vous pouvez en amont éviter ça sur le plan médical. Autant les examens prénuptiaux renforcent les liens des personnes engagées dans un processus de mariage, autant ils peuvent entraîner leur rupture. J'ai connu 2 couples chez qui nous avons, après la réalisation de l'électrophorèse de l'hémoglobine, nous avons découvert qu'ils étaient porteurs de traits. Mais la sensibilisation, tous les conseils que nous avons apportés par rapport au risque d'avoir un enfant drépanocytaire n'a pas modifié leur entrain. Bon, ils se sont engagés et puis se sont mariés. L'un d'entre eux a malheureusement, au cours de la première grossesse, eu un enfant qui était drépanocytaire. Certains arrivent quand même à surmonter cet amour idyllique et se disent, bon, il vaut mieux se séparer pour ne pas avoir à vivre un cauchemar par la suite. Il ne tient alors qu'à chaque couple de faire un choix judicieux en la matière. En interactualité, le ministre canadien de la Défense s'est rendu au Mali dimanche alors que le Canada se prépare à un déploiement prochain de casques bleus au sein des missions de maintien de la paix en Afrique. Suivons ici un extrait du propos du ministre canadien lors de la visite au Mali.
Le Canada est en train de s'engager à nouveau dans les opérations de maintien de la paix avec les Nations Unies et ce dont on a parlé était pour nous de comprendre dans quelle opération de maintien de la paix on pourrait s'engager. Nous voulons connaître les situations, donc j'ai posé beaucoup de questions sur la situation sur le terrain. On a un très bon point de vue sur la sécurité, sur les programmes de développement aussi et également sur le processus de réconciliation. Le Canada tient sa réputation des opérations de maintien de la paix effectuées dans son passé. La raison pour laquelle on veut être certain est que les ressources que nous allons investir aient un impact sur les personnes qui vivent ici aussi. Et c'est pourquoi il est important pour nous de bien prendre notre temps. On regarde toutes les missions, on regarde les risques. Le risque est un facteur, mais ce que l'on veut voir, ce sont les endroits où la paix peut être stable et où les programmes de redéveloppement peuvent marcher. Le Canada n'est pas défavorable au risque. Nos soldats sont très bien entraînés. On veut atténuer ces aspects. Il y a un risque dans chaque mission. Donc, c'est un aspect que l'on doit prendre en compte. Mais on se doit d'avoir une vue globale. C'est pourquoi il nous est important d'avoir une perspective de l'ensemble et de s'assurer que si nous faisons quelque chose, on puisse diminuer le risque très rapidement si les programmes de développement, si la situation en ce qui concerne la sécurité, si la situation en ce qui concerne la sécurité et si les gens peuvent se rendre directement compte de l'impact. The development projects, if the security situation can hold it, and if the people can see the impact directly themselves. Restons au Mali pour dire que la campagne pour les élections municipales du 20 novembre a débuté vendredi dans la morosité sur fond d'incertitude quant à la possibilité de tenir le scrutin dans tout le pays en proie à une instabilité persistante. Plus de 7,2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner les quelques 12 000 conseillers municipaux des 703 communes du pays. Certains leaders de partis se prononcent sur la situation qui prévaut actuellement dans le pays. On les écoute. Oui, bien sûr, un grand soulagement. Cette situation a trop perduré, 4 reports successifs. Aujourd'hui, nous nous réjouissons beaucoup. Il fallait quand même organiser. Le gouvernement a été un peu plus clair là-dessus. Partout où on ne peut pas organiser les élections, d'après l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, il faut mettre en place les autorités intérimaires. Donc il n'y a aucun problème. C'était une décision assez courageuse vu le contexte de sécurité et politique du pays, que le gouvernement ait accepté de convoquer ces élections. Ce sont des enjeux qui sont importants, alors même qu'ils impliquent tout le processus de paix qui est en cours. Le gouvernement de la République du Mali, par l'organisation de communales sur une partie du territoire et l'installation d'autorités intérimaires sur l'autre partie du territoire, que le gouvernement de la République du Mali mette en place un pays à 2 vitesses. Il est évident, dans un pays qui a eu des menaces de séparation, un pays dans lequel il y a eu occupation du territoire national, où il y a eu des velléités indépendantistes, je crois que notre gouvernement aurait dû s'y prendre autrement pour éviter qu'il y ait ce pays à 2 vitesses. C'est ce qui donne l'impression à beaucoup de Maliens qu'il y a une sorte de partition rampante du territoire national, de démantèlement de l'intégrité du territoire national. Destination le Maroc, les États du monde se sont réunis à partir de ce lundi à Marrakech pour s'accorder sur l'application de l'accord de Paris qui, pour la première fois, a vu la communauté internationale s'engager contre le dérèglement du climat. Pour ces premiers jours, les quelques 15 000 participants à la conférence annuelle de l'ONU, négociateurs, élus, scientifiques, ONG, entreprises, devraient avoir largement l'esprit outre-Atlantique où se joue la présidentielle américaine. L'accord de Paris adopté fin 2015, signé par 192 États et ratifié jusqu'ici par 100 d'entre eux, représentant près de 70% des émissions mondiales, est désormais la feuille de route du combat contre le changement climatique. C'est la présidente de la COP 22, la française Ségolène Royal, j'y suis arrivé, qui a donné le top à cette conférence. On l'écoute. Les pays les plus riches vivent comme s'il y avait 3 planètes. Les pays les plus pauvres, comme s'il n'y en avait déjà plus. Alors je demande une nouvelle fois de la justice climatique, et en particulier pour l'Afrique. C'est le grand défi de la COP 22. Sur les 50 pays les plus meurtris par le réchauffement climatique, 36 se situent en Afrique subsaharienne.
D'ici 2050, la population sur ce continent va doubler et atteindre plus de 2 milliards d'habitants. Une course contre la montre est désormais engagée. Nous sommes en train de construire un processus. C'est un processus qui est forcément long, qui va demander du temps, du courage, de la patience et surtout beaucoup de solidarité au niveau mondial. Nous sommes en train d'enclencher une transformation globale de tout le mode d'industrialisation, de consommation qui nous interpelle sur le changement des pratiques au quotidien du citoyen. Que les négociations sont en cours pour réduire les gaz à effet de serre. Le roi du Maroc, Mohamed VI, cherche à réintégrer son pays dans l'Union africaine, organisation qu'il a quittée depuis des décennies. Cette volonté montre tout l'intérêt que le Maroc porte au continent africain. Une déclaration faite ce dimanche soir dans un discours. Suivez plutôt. En m'adressant à vous aujourd'hui à l'occasion du 49e anniversaire de la Marche verte, depuis la ville de Dakar, capitale de la République du Sénégal sœur, je sais que vous ne serez pas surpris par une telle décision. En effet, le Sénégal fut parmi les États ayant participé à cette épopée nationale aux côtés d'autres pays africains et arabes. La réintégration du Maroc dans l'Union africaine n'est pas une décision tactique, pas plus qu'elle n'a obéi à des calculs conjoncturels. Elle est plutôt l'aboutissement logique d'une réflexion approfondie. Et lorsque nous annonçons notre retour, nous ne demandons pas la permission de personne pour obtenir notre droit légitime. En tout état de cause, le Maroc est de retour pour retrouver sa place naturelle. Il dispose d'une majorité écrasante pour occuper son siège au sein de la famille institutionnelle africaine. Destination la France, base arrière des commandos djihadistes qui ont frappé Paris. La commune bruxelloise de Molenbeek essaie un an plus tard de redorer son image en misant sur une sécurité renforcée, mais aussi en mettant en avant des projets culturels ou sociaux axés sur le vivre ensemble. Après les attentats du 13 novembre, Molenbeek a été pointé du doigt. Plusieurs des djihadistes impliqués dans les attaques de Paris vivaient ici, comme les frères Abdeslam, ainsi que Mohamed Abrini et Abdelhamid Abaoud. Molenbeek est devenu pour beaucoup le terreau du djihadisme en Europe, un phénomène que les autorités molenbeekoises cherchent depuis à enrayer. Nous avons, depuis le début de l'année, contrôlé plus de 5000 logements à Molenbeek. Nous avons fermé depuis les 6 premiers mois de l'année près de 20 lieux. Donc moi, je n'ai eu aucune difficulté dans la mise en place du plan Canal après ces événements. Des lieux considérés comme liés au radicalisme. Ceci grâce au déploiement de 50 policiers supplémentaires, un ambitieux plan de lutte antiterroriste baptisé Plan Canal. Mais ici, les habitants payent toujours les frais de cette mauvaise réputation. On va dire, vous venez d'où? Molenbeek, juste le mot ça veut dire quelque chose, quoi, mais ils ne disent pas pourquoi. Même en France, quand tu dis Molenbeek, Molenbeek pour eux c'est terrorisme. Même si on veut partir de Molenbeek, aller dans une autre commune, on vous dit on venez de Molenbeek, on va vous téléphoner, travail, on va vous téléphoner. Ils ne téléphonent pas du tout, ça veut dire que vous êtes sur une liste noire. Un coup de projecteur qui a pourtant profité à plusieurs startups. Ça nous a ramené énormément de contacts et beaucoup d'implications de beaucoup d'acteurs privés. Avant, on n'entendait pas parler de Molenbeek, donc on était inconnus, ce qu'on faisait c'était inconnu. Maintenant, on a beaucoup plus d'attention. Et cette grande commune aux nombreux espaces verts peut miser sur son dynamisme pour faire taire les préjugés. Avec plus de 1500 associations, de nombreux centres sportifs et culturels et un nouveau musée consacré aux arts de la rue, ouvert en avril 2016. Le MIMA est venu s'installer au bon moment pour les Bruxellois qui attendaient vraiment d'avoir quelque chose de positif dans leur ville et le MIMA est sorti de terre un peu dans ce contexte. Alors que la Belgique reste sous la menace de nouveaux attentats, le plan Canal vient d'être étendu à cette autre commune de Bruxelles. Présidentielle américaine, ultime week-end de campagne d'une élection qui tient le monde en haleine. Hillary Clinton et Donald Trump sont dans cette dernière ligne droite, engagés dans une course frénétique avec une avalanche de meetings pour grappiller toutes les voix possibles.
Route bordée de palmiers, nous sommes bien en Floride. Mais les paysages et les États défilent à un rythme frénétique pour les équipes de campagne. Les deux candidats américains labourent le pays sans relâche dans ce sprint final. Ici, près de Miami, où le vote est déjà possible, Hillary Clinton se réjouit des premières tendances à 3 jours du scrutin. Mais elle réclame aux électeurs une participation massive. Les résultats dans cet État clé seront décisifs pour l'élection. Combien d'entre vous ont déjà voté ? Bien. Donc ça veut dire que vous avez le temps de convaincre les gens de voter, n'est-ce pas ? Donald Trump aussi a fait étape en Floride samedi avant de filer en Caroline du Nord, un autre État déterminant sur la carte de la course à la Maison-Blanche. Les meetings du candidat républicain attirent toujours les foules, avec des partisans qui arrivent jusqu'à 5 heures en avance pour avoir une bonne place et qui sont plus que convaincus de l'issue du scrutin. Je pense que le résultat va être bon pour Trump. Je pense que beaucoup d'électeurs ne veulent pas admettre qu'ils voteront pour Trump, mais que quand ils arriveront dans la cabine de vote, ils donneront leur voix à Donald, aucun doute. Retour dans la course avec Hillary Clinton, destination Philadelphie par avion cette fois, pour une soirée de mobilisation animée par la chanteuse Katy Perry. La candidate démocrate a aussi pu compter ces derniers jours sur le soutien de célébrités comme Beyoncé et Jay-Z, mais également de personnalités politiques comme Madeleine Albright, la toute première femme à avoir occupé le poste de secrétaire d'État, fonction que la candidate a aussi occupée. Quand elle était secrétaire d'État, elle a restauré la réputation de l'Amérique. Personne n'a jamais été aussi bien préparé à la présidence qu'Hillary Clinton. Des deux candidats, c'est Trump qui occupe davantage le terrain avec 10 États visités en 3 jours. Selon l'équipe de Clinton, cette frénésie révèle une certaine dispersion, mais les démocrates ont eux-mêmes ajouté 2 meetings au programme, preuve qu'aucune certitude n'est permise quant à la victoire. Il faut rappeler que demain, les électeurs américains seront aux urnes pour élire leur président, même si certains ont déjà voté. Par anticipation, Donald Trump a affirmé ce lundi, à la veille du scrutin de la présidentielle, que sa victoire marquerait la fin de l'établissement corrompu de Washington lors d'une réunion électorale en Floride. Mon contrat avec l'électeur américain commence par un plan pour mettre fin à la corruption du gouvernement et pour arracher notre pays et l'arracher vite à ces groupes de pression que je connais si bien, a-t-il lancé, affirmant que son adversaire Hillary Clinton était protégé par un système totalement biaisé. Quant à Hillary Clinton, elle a lancé ce lundi la dernière journée de campagne avant le vote de mardi au départ d'un dernier périple de 3300 km qui l'emmènera jusqu'au milieu de la nuit. Elle est arrivée tout sourire à l'aéroport régional de Westchester en pleine conversation sur son smartphone avec sa petite fille de 2 ans. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition qui a été réalisée par Moïse Pativo. Chimène Clotilde Dossou était à la prise de son, Frégis Fiossi au plateau. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Eden TV. Ne ratez surtout pas votre émission. Matin d'Eden, demain 7h. Bonsoir.